Silva et Vincent Lassalle-Saint-Jean. Bonjour Karine. Bonjour. Karine Da Silva, qui es-tu et surtout peux-tu nous présenter ce Georges ? Alors, Georges, c'est un petit gars sympa qui s'occupe de l'entretien des vêtements professionnels dans le monde de l'industrie des services et qui s'occupe de faire durer le plus longtemps possible les vêtements que les salariés des entreprises portent au quotidien pour exercer leurs fonctions professionnelles. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la croissance durable et plutôt au niveau environnemental chez Georges ? Qu'est-ce que tu fais de marquant que tu voudrais partager sur un plan environnemental d'abord ? Alors, je dirais déjà que la partie environnementale, ça fait partie de la génétique de Georges, puisqu'on est une jeune société qui a un peu plus de 3 ans maintenant, et parce que nous utilisons au quotidien de l'eau, de l'énergie pour laver les vêtements, parce que quand même, il en faut un petit peu, il était évident pour nous de démarrer l'activité de l'entreprise en faisant un choix technologique qui nous permettait d'avoir la plus petite empreinte environnementale possible, et on s'est allié avec un spécialiste anglais qui s'appelle Hydrofinity et qui est notre partenaire industriel et qui nous permet aujourd'hui de laver les vêtements en économisant 80% d'eau et 50% d'énergie. Alors comment on fait ce petit miracle ? Tout simplement parce que dans nos machines, on remplace l'eau par des microbilles et ces microbilles vont avoir plusieurs fonctionnalités. Elles vont frotter le linge à notre place et ça on les en remercie tous les jours. Elles vont créer un amortisseur également dans le tambour de la machine et ça va permettre de faire durer longtemps les fibres et surtout, effectivement, d'absorber les contaminants, les polluants, tous les corps que l'on va pouvoir détacher des vêtements, tout en préservant la planète, puisque nos machines sont équipées d'ores et déjà de systèmes de filtration des microplastiques. Et donc, l'actualité que l'on entend beaucoup dans notre secteur d'activité, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on est équipé de ce type d'équipement. Et ça nous permet non seulement d'utiliser peu d'eau, mais en plus de ne pas rejeter dans l'eau que l'on a, puisqu'on a quand même 20% d'eau rejetée, de ne pas avoir de pollution microplastique. Non mais ça c'est très bien, bon, tu fais du bien à la planète. Ici on est très pragmatique. On voudrait savoir si croissance durable c'est conciliable ou c'est antinomique. Alors tu peux parler franchement, on est entre nous. Ah oui, je vais parler franchement. Non seulement c'est bon pour la planète, mais en plus c'est bon pour le business. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on fait des économies d'eau, quand on fait des économies d'énergie, on produit moins cher. Donc forcément, on se positionne sur un marché avec une économie directe que l'on peut répercuter vis-à-vis de nos clients et ça nous permet de conclure des contrats et des marchés avec des grandes entreprises qui nous font confiance. Et ça, c'est un point évidemment capital, avec en plus un gros volet pour nous qui est très très important dans notre activité, c'est que certes, on a des machines innovantes, mais on est aussi une industrie de main-d'œuvre et on a besoin bien évidemment de charger les machines, de sortir le linge, plier le linge, repasser le linge. Il y a toute cette partie évidemment humaine que l'on ne peut pas mécaniser dans des matériaux extrêmement souples comme le textile. Et on est très attentif aussi, bien entendu, au recrutement, à la formation, à donner des parcours de vie à des personnes qui forcément étaient un peu éloignées de l'emploi. Et ça, c'est des choses avec lesquelles, en tout cas, j'y tiens particulièrement parce que ça donne du sens. Comme je dis, on n'est pas des livreurs de vêtements, de colis de vêtements. On lave les vêtements de Monsieur Dupont, qui est pilote chez Air France. On lave les tenues de Monsieur Durand, qui est cheminot et qui fait circuler des trains tous les jours. Donc, en fait, tout notre travail est aussi basé sur le sens que l'on donne à nos missions quotidiennes. Et c'est comme ça que les Georges et Georgettes travaillent tous les jours dans les unités. D'accord. Et tu constates que c'est vraiment un argument commercial maintenant de compétitivité qui te permet d'être plus compétitif parce que tu as cette démarche, tu en fais la promotion vers tes prospects, tes nouveaux clients ou les clients existants pour maintenir la relation ? Alors clairement, bien évidemment qu'on le précise. Je dirais que il y a une vraie prise de conscience parce que je travaille avec essentiellement des grands comptes industriels et aujourd'hui, clairement, cette partie engagement éco-responsable et RSE est un point capital et qui prend de plus en plus part dans les marchés.
impliqués dans les notations ou en tout cas les délibérations. Et pour nous, c'est tellement évident que parfois même on oublie de le présenter. Alors, parce que ça fait vraiment partie de notre démarche. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien. Donc oui, ça prend maintenant clairement un argument important pour le choix des sociétés. Et est-ce que cette démarche, c'est venu d'un déclic ? Un jour, tu t'es dit, il faut qu'on soit maintenant pro RSE et qu'on ait une démarche structurée, ou alors c'est une maturation lente et puis des pratiques progressives ? Comment ça s'est passé chez Georges ? Ça fait presque 25 ans que je travaille et ça fait 25 ans, en fait, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, que ces aspects environnementaux font partie de mon quotidien. Donc en fait, quand je dis que c'est de la génétique d'entreprise, pour moi, c'est vraiment, c'était pas pensable de mettre sur le marché un nouvel acteur de l'entretien de vêtements sans penser à faire durer ces vêtements. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur le développement des vêtements en traitant le sujet comme l'économie circulaire, de dire créons les bons vêtements, mettons sur le marché des vêtements qui durent, parce que dans le monde professionnel, c'est ce dont on a besoin et surtout c'est ce qui coûte cher à la planète au démarrage. Dans le textile, on est quand même assez souvent décrié pour la facture environnementale de la production d'un vêtement. Donc c'était très clair pour moi que je ne pouvais pas mettre en place Georges sans faire en sorte qu'on lave les vêtements de manière durable, responsable et qui permettent aussi aux entreprises de faire durer les vêtements. Alors ça renforce aussi le fait que c'est très bon pour le porte-monnaie, puisqu'on achète une fois et on fait durer longtemps, c'est tout de suite mieux. Et nos performances permettent d'allonger la durée de vie des vêtements de 12 à 18 mois, ce qui pour des grands comptes industriels avec des très gros volumes représente effectivement des sommes assez importantes au niveau économique. Donc, je dirais que pour moi, c'est tellement évident qu'on ne peut plus se permettre d'oublier ce facteur-là que ça fait partie intégrante de notre fonctionnement, avec des objectifs nous aussi un peu chamango, puisque l'objectif c'est de travailler sur le zéro déchet, de dire on économise l'eau, on économise l'énergie, on fait très attention aux êtres humains avec lesquels on travaille et la manière dont on travaille. Du coup, l'intérêt c'est de sortir notre production sans avoir du tout de déchets. Donc on travaille par exemple sur des housses en textile pour livrer les vêtements qui sont elles aussi lavables et on sort le plastique. On essaie de travailler en amont avec les confectionneurs pour que la livraison des vêtements ne soit plus emballée individuellement, mais collectivement, puisqu'ensuite on traite le linge. Voilà, donc on essaie d'intégrer aussi dans nos démarches le donneur d'ordre client, le fabricant de vêtements et nous, pour aller le plus loin possible dans la démarche de zéro déchet. Et on y arrive, on commence à y arriver dans pas mal de structures. Et aujourd'hui, nous, on a déjà considérablement réduit nos déchets, puisqu'on est à plus de 30% de réduction de déchets. Et c'est une quête permanente. On a banni la lingette, on passe à du chiffon lavable. Voilà, c'est plein de petits gestes au quotidien, mais qui permettent effectivement, dans une structure jeune comme la nôtre, en plus de le prendre presque dès la naissance. Donc ça nous permet d'être efficace. En tout cas, on essaie tous les jours de l'être un peu plus. Très bien. Alors, tu as parlé de sens. Dans la démarche RSE, on parle de raison d'être. Et alors, toi, sur ton site, j'ai vu, tu parlais de l'état d'esprit. Donc, j'imagine que c'est un peu la synthèse que tu as faite dans la stratégie que tu mènes. Donc, c'est quoi l'état d'esprit, Georges ? Alors, l'état d'esprit Georges, c'est vraiment, pour moi, le majordome qu'on ne voit pas, mais qui devance le besoin et qui est toujours là pour rendre service et qui va permettre d'accomplir sa mission au quotidien de façon efficace. Et puis, c'est surtout de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux aussi. Ça fait partie vraiment de l'état d'esprit de la maison, en faisant attention les uns aux autres. Ça, je pense que c'est le plus important. Notre métier, c'est un métier de service. On rend service à la personne, aux salariés de l'entreprise. Il a besoin d'ouvrir son placard comme on l'a tous fait ce matin. On a ouvert nos placards, on s'est habillés, c'était naturel. Dans le monde industriel, malheureusement, parfois, c'est un peu plus compliqué. Donc, notre mission et notre quête, c'est de faire en sorte que ce geste soit extrêmement simple et que le sens qu'on met dans ce vestiaire, c'est j'ai un vêtement qui a été acheté de manière responsable et que je vais faire durer longtemps parce que quelqu'un en prend soin et ça me protège dans mon quotidien en tant que salarié, bien évidemment, mais également ça protège l'environnement parce que c'est fait dans les règles de l'art. Voilà. Très bien. Et quel conseil tu donnerais à une entreprise là, qui veut s'engager, qui veut progresser dans le sens d'une croissance donc responsable et durable par rapport à ton expérience de plus de 20 ans, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui démarrerait avec ces préoccupations ?
Je pense qu'en analysant effectivement les process, en écoutant tout à l'heure l'intervention, je pense qu'en décortiquant bien les process, on trouve énormément de choses qui nous permettent d'économiser. Alors j'allais dire, c'est d'économiser des gestes, d'économiser du consommable, de réfléchir à quelle manière on a de produire notre activité. Et c'est par tout ce tas de petits gestes quotidiens, en fait, on se rend compte que 1 + 1 + 1 + 1, ça va très très vite. Et on arrive à avoir des performances. Et c'est à ce titre-là, je pense, que l'on peut amener nos entreprises à aller vers une économie vertueuse sur le plan environnemental. Alors justement, ce matin, on a eu des interventions passionnantes. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué, éventuellement même une nouvelle idée pour piloter la croissance de Georges? Oui, en écoutant l'intervention, moi, là pour le coup, sur Shaman Go et la maison, j'imagine très très bien un moment, l'endroit où on lave le linge. Bêtement, hein, je reviens à des choses complètement de mon métier. Et je me dis, oui, il y a quelque chose à faire parce qu'on est implanté un petit peu partout en France. Actuellement, on est en travail, on essaie de voir sur un projet pour le futur village olympique des JO sur Paris. Et je me dis, voilà, très clairement, on a quelque chose à penser dans l'habitat collectif, dans le fonctionnement aujourd'hui de l'habitat collectif et la fonction lavage du linge. Dans nos maisons, on dépense énormément d'eau, énormément d'électricité pour laver notre linge de manière parfois même exagérée, en faisant tourner des machines et des cycles qui sont extrêmement longs. Moi, quand je vois ma machine à laver qui me propose un cycle de 2 heures, je me dis qu'est-ce qu'elle va faire en 2 heures parce que je ne comprends pas, sachant que les miennes, elles tournent en moyenne 50 minutes en cycle industriel. Donc voilà, je me pose pas mal de questions et je me dis l'habitat a certainement une révolution à faire de ce point de vue-là en termes d'utilisation de l'eau et notamment forcément du lavage de textiles. Et on réfléchit avec notre partenaire fabricant à travailler sur des modes d'entretien et des machines de type un peu plus ménagère parce que les nôtres sont un petit peu costauds quand même. Et c'est un gros axe de développement et pourquoi pas effectivement cette fois-ci démontrer qu'on peut laver notre linge ménager avec beaucoup plus d'économie d'eau et d'électricité que ce que l'on fait aujourd'hui au quotidien. Non mais tu as raison, on va en discuter avec Catherine pour vérifier que Georges peut contribuer à la maison Shaman Go. Alors moi je vais être aussi pragmatique, hein. Nous on a démarré la commission RSE. Tu adhères à la commission RSE? Pas encore. Bon, on en reparle alors. Voilà, merci beaucoup Karine. Je sens que je vais venir vers vous. Oui, moi j'avais une question à te poser parce que depuis ce matin, on a vu qu'il y avait un fil conducteur sur l'humain, c'est-à-dire que le baromètre RSE du MEDEF parlait beaucoup des salariés. Dans l'intervention de Catherine Bertillier également, on a vu le poids de l'envie de se lever le matin, d'aller à son travail, etc. On est quand même dans une période difficile, de crise, où on commence à s'interroger sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Enfin, on est à un tournant. Et je vais dire que ton métier, c'est pas forcément le plus sexy, à mon avis, qui attire des salariés. C'est peut-être un jugement, excuse-moi, extérieur. Mais comment tu fais justement pour à la fois former ces gens? Est-ce que tu as mis en place une école? Et pour à la fois donner envie, aller les chercher, aller leur montrer que les métiers, c'est pas que le tertiaire et qu'il y a des beaux métiers aussi dans des secteurs qu'on connaît moins bien. Alors, je dirais que cette crise que l'on est en train de vivre a mis en lumière aussi ces métiers de l'ombre qui ne sont pas toujours effectivement très sexy, mais qui ont un vrai sens au quotidien. Donc ça déjà, ça nous a quand même permis aussi de mettre en lumière ces métiers. Alors effectivement, chez Georges, on développe une Georges Academy où on prend des profils complètement divers et variés et on va les former à nos métiers, sachant qu'aujourd'hui, nos métiers, ce sont aussi beaucoup on va dire la technologie est rentrée dans nos métiers. En plus, nous, on a un très très fort volet numérique dans notre système et on forme les gens, j'allais dire, du démarrage. C'est-à-dire que ce sont des métiers que l'on peut apprendre, quel que soit notre profil. Et ça permet déjà d'aller chercher des publics qui seraient peut-être en difficulté d'emploi. Mais surtout, c'est de le faire avec passion, sens et de comprendre ce que l'on est en train de faire dans une chaîne de fonctionnement humain. Quand SNCF nous dit en pleine crise, en plein confinement numéro 1, on va mettre en place les trains sanitaires, on a besoin de renforcer à tel endroit l'entretien des vêtements de nos personnels qui vont être sur ces trains un peu particuliers. Il y a une très grande fierté aussi des équipes à dire oui, en fait, ce que l'on fait, c'est utile aux êtres humains pour lesquels on travaille. Et à partir du moment où on n'est plus en train de mettre du linge sale à laver et que l'on se dit ce vêtement-là, il va aller amener
monsieur, un tel qui va le conducteur de ce train, qui va transporter des patients de Paris à Bordeaux pendant une crise sanitaire. Ça prend un autre sens et on sait que l'on fait partie d'un tout. Et à partir de ce moment-là, moi, quand je vais dans les unités, je vois des femmes parce qu'on a une population majoritairement féminine et aujourd'hui, on est dans une mixité où on trouve plein de profils. Extrêmement fière de réaliser ce travail-là. Et c'est loin d'être désagréable à réaliser. Et on passe beaucoup de temps aussi, aujourd'hui, dans l'évolution de nos métiers, à toucher 50% du temps, on touche du linge, 50% du temps des ordinateurs, parce qu'on est aussi dans une évolution technologique et numérique de nos métiers. Et nous, ça fait partie, là encore une fois, de la génétique de Georges. Et ça nous permet d'emmener les gens vers une valeur de leur travail au quotidien, sachant que moi, je défends pertinemment tous les jours en tout cas, la position qu'ils valent autant que moi, et 1 égale 1, et que chez nous, c'est l'ensemble. Sans elles, sans les salariés de l'entreprise, je suis rien. Sans livreur, il n'y a pas de linge qui arrive. Sans opérateur de production, le linge ne sort pas. Et sans chef d'entreprise, il n'y a pas de développement d'entreprise. Donc, en fait, on a tous la même valeur, et c'est ça que je défends au quotidien dans l'entreprise, et c'est ce qui fait que je touche du bois. J'ai peu de turnover. Donc j'imagine, et ce serait eux bien évidemment qui en parleraient certainement le mieux, qu'ils s'y retrouvent en termes de valeur et d'envie de travailler. En tout cas, il y a une très très bonne ambiance dans les unités de production. Ça rigole beaucoup, c'est joyeux et ce sont des métiers, on fait aussi dans des environnements extrêmement tech, dans des usines ou des unités de production neuves. Voilà, donc il y a tous ces gestes et toute cette attention-là est très importante pour moi pour que tout le monde se sente bien et que ça permette de le faire avec envie, passion, même si sur le papier, le métier n'est pas forcément très, très sexy. En effet, ça mérite un coup de projecteur et de raconter cette belle histoire. Merci. Merci Karine pour ta participation à notre matinée. Agnès ? Alors maintenant, on va accueillir Vincent, la salle Saint-Jean, donc qui est président de Menot SAS. Donc tu es bordelais, tu es président de la maison Menot qui fabrique des boissons bio. Je pense qu'on a beaucoup des personnes qui assistent à cette réunion qui te connaissent. Tu es aussi impliqué dans l'écosystème Darwin. Et c'est vrai qu'en préparant cette réunion, j'ai regardé ton CV, tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu fais que je ne pourrais pas résumer. Donc je vais te laisser te présenter et présenter ton activité. C'est gentil. Bonjour à tous et toutes, tous ceux qui nous suivent. Non, modestement, Maison Menot, c'est une entreprise familiale. Voilà, on s'en occupe avec mon frère, donc on s'est réparti de temps en temps quelques tâches. Ça fait 42 ans que moi je m'en occupe, j'ai pris la suite de mes parents. On est fabricant de boissons bio, comme tu l'as précisé, on est des artisans sur Bordeaux, de longue date. On était plutôt connus, on est né il y a 142 ans sur le port de Bordeaux, fabricant des sirops dans l'importation du sucre et sa trituration et sa transformation et les valeurs ajoutées qu'on pouvait apporter avec les savoir-faire gastronomiques de la région. Et nous, dans la génération avec mon frère, on s'est posé la question dans une période où économiquement c'était difficile. La petite entreprise commençait à disparaître et intéressait moins les systèmes de distribution des grandes surfaces. Alors moi j'ai regardé autour de moi, on a beaucoup discuté avec mon frère et on s'est dit que, à l'exemple de ce qui avait pu être fait chez nos amis propriétaires dans le vin, la premiumisation était un élément important et dans nos matières premières, il fallait trouver quelque chose qui était certifié et la bio nous a apparu intéressante. Et à ce moment-là, très vite, on a trouvé des clients qui pouvaient être intéressés, qui n'étaient bien sûr pas nos clients habituels. Alors c'était compliqué. Les matières premières étaient des matières premières similaires mais produites différemment. Les clients étaient des clients similaires mais c'était pas les mêmes. Il fallait tout reconstruire. Donc, c'était pas évident. On parlerait de retournement. Oui, un petit peu. Ça fait 25 ans, on y est arrivé, en s'y impliquant beaucoup, en s'interrogeant beaucoup et en expérimentant beaucoup, voilà, avec beaucoup de modestie. Mais aujourd'hui, on a multiplié par 4 le volume d'activité. Ça, c'est pour répondre aux interrogations de l'activité business, comme on dit. C'était pas recherché, hein. Mais c'est arrivé. Et on a quasiment multiplié par 10 le niveau de chiffre d'affaires, mais bien évidemment c'était lié au fait qu'on premiumisait, donc les matières premières étaient plus chères, etc. Tout le monde aura compris. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça
ça a évoqué des logiques de commerce équitable et ça a évoqué des logiques de protéger à la fois l'homme et la planète. Voilà. L'homme dans le fait que nous sommes dans des filières, et donc dans des filières, il faut respecter une juste répartition de la marge qui peut être dégagée. Et puis sur la planète, on l'a déjà évoqué, sur les énergies, l'impact carbone, sur ce réchauffement planétaire et climatique, et trouver des solutions pour être, si possible, plus vertueux, en restant très humble là-dedans. Mais comme on est une petite entreprise, on offre des possibilités d'agilité intéressantes là-dessus. Voilà. Alors, il se trouve que la réflexion sur le commerce équitable nous a amené à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les logiques de RSE. De la même manière que on a travaillé sur les logiques de développement durable il y a déjà plus de 20 ans, quand j'ai rencontré Philippe Barre, qui est devenu mon ami, et avec qui nous avons développé Darwin, enfin surtout lui, mais nous on l'a accompagné sur la partie agroalimentaire qui nous concerne, et donc dans les projets du magasin général que vous connaissez pour ceux qui sont de la région et surtout de Bordeaux, ce restaurant bio assez atypique, intéressant, et puis aussi la brasserie de la Lune, où nous avons intégré une filière de malt produite en Nouvelle-Aquitaine pour fabriquer des bières, les bières de la Lune. Ça, c'est quand même intéressant parce que le phénomène locavore nous a rejoints, et là-dedans, on a une logique, par les réflexions qu'on a et qui ont déjà été évoquées sur les impacts que l'on a carbone, de recyclerie, voire de réemploi. Voilà. Et on a pu voir des modèles et des exemples qui étaient testés à Darwin, qu'on a pu appliquer à la Maison Menot. Voilà. Alors ça t'a emmené également à t'impliquer dans la filière bio de façon un peu plus globale. Alors un peu plus large, et comme je te disais, on a réparti ça, maison familiale, on est quand même 2, c'était intéressant. J'ai coutume de dire que nous, on est rentrés très jeunes dans l'entreprise par la disparition un peu prématurée de nos parents, donc je me suis toujours organisé pour répartir les tâches. Voilà. Donc c'est Philippe qui anime l'Interpro bio en Nouvelle-Aquitaine, et c'est très important de le faire comme ça. Voilà. Alors tu connais un petit peu, puisque tous les deux vous êtes membres du CA du MEDEF, donc vous connaissez bien nos adhérents, donc c'est près de 1200 entreprises en Gironde et essentiellement des TPE-PME. Donc aujourd'hui, la question, pour ceux qui n'ont pas forcément démarré cette démarche comme vous précocement, c'est comment on démarre et qu'est-ce qui fait qu'une TPE-PME peut y aller, et comment est-ce que c'est conciliable avec de la croissance? Parce que souvent, on nous envoie une image de décroissance. Je comprends. Moi, je pense que on a 2 solutions. Où on regarde classiquement le bas du bilan, je ne vais pas être trop critique, mais son bout de nez, ou alors on a une vision à 3, 5 ou 10 ans. Moi, j'ai mis longtemps à rentrer dans cette logique. D'une vision à 3, 5 ou 10 ans, je pense que c'est en rencontrant le centre des jeunes dirigeants que je suis arrivé à me projeter. Je faisais partie pas d'une génération, mais d'une méthode simple. C'était si on fait déjà à la fin du mois, c'est déjà pas si mal. Alors on verra à la fin de l'année. Et puis voilà. Donc quand je me suis intéressé un petit peu plus aux choses, je me suis aperçu que quand on pose des chiffres en termes de budget pour faire plaisir déjà à son banquier, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a écrit que quand on l'écrit pas. Voilà. Et à partir de là, il y a des jolies choses qui ont été dites là sur les rêves. Suivre ses rêves, et c'est important de les avoir parce que on embarque là-dedans plein de gens qui y croient. Puis parfois on est un petit peu déçus parce qu'il y en a qui descendent du train, du bateau, comme on veut, mais c'est qu'ils y trouvaient pas leur place. On peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand on revient de voyage à l'étranger, quand on voit ce qu'on a pu faire pour aider des gens qui sont dans la difficulté, et je pense à eux aujourd'hui aussi parce que nos canassoculteurs, ils subissent aussi cette pandémie comme nous. On se dit que c'est pas si mal, c'est déjà, on peut être heureux. La difficulté, c'est de le quantifier en termes d'économie. Voilà. Nous, ça a convenu dans un secteur bio et commerce équitable qui cherchait ça. Aujourd'hui, on a du développement en local. Et puis, ne serait-ce que la reconnaissance et l'accompagnement de la région, qui nous écoute, qui nous aide. On est rentré dans le schéma de l'usine 4.0, mené par les équipes d'Alain Rousset, du président. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça nous accompagne. Comme on a dit, on a tous besoin de beaucoup de digitalisation, de numérisation. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont amenées. On ne peut pas les mener seuls.
Donc ça, c'est important de se retrouver. Alors, au conseil d'administration du MEDEF, ailleurs, dans nos clubs d'entreprise, partout où on peut échanger, parce que, comme tous, on doute tous les jours. Hein. Donc, voilà. Puis avoir quelques indicateurs qui soient cohérents. Aujourd'hui, nous, on a un objectif qui se rapproche d'une entreprise que j'aime beaucoup, qui est un modèle, un exemple, on peut la citer, c'est Patagonia. Et je trouve que Yvan Chouinard est un type assez extraordinaire. Alors j'aime comme lui la montagne et la mer, la voile. J'ai quelques passions comme ça pour aller m'enrichir d'autres idées, d'autres valeurs à partager après avec les équipes. Et aujourd'hui, très sincèrement, Maison Menot, tous les produits que nous pouvons fabriquer, nos jus de fruits, nos sirops, sont dans un objectif de protéger l'homme et la planète. C'est une magnifique et très belle ambition que nombreux veulent rapprocher aujourd'hui. Certains diront c'est impossible. Ben moi, je trouve que déjà, si on commence à dire c'est impossible, c'est un peu dommage. Voilà. Économiquement, de toute façon, quand les idées sont vertueuses, on arrive à les défendre et on a un retour sur l'économie. Voilà. Alors, ce matin, justement, on a essayé d'avoir des témoignages concrets et inspirants. Est-ce qu'il y a des éléments ce matin qui t'ont interpellé ou où tu vas ramener la petite nouvelle étincelle en disant « Tiens, ça m'a plu » ou... Oui, et puis ce matin, ce qui m'a interpellé, c'est en allumant mon poste radio, je me souviens d'une belle balade que j'ai fait au Ladakh. Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans l'Inde, c'est le nord de l'Inde, et c'est dans l'Himalaya. Et j'ai entendu que les villages du Ladakh, où il y a déjà pas grand monde, il y a de moins en moins de monde parce que il y a le problème du réchauffement planétaire. Et donc, il est difficile d'y vivre. Alors, ils ont trouvé des solutions, c'est toujours intéressant. Mais en attendant, ça m'a touché. Je savais que je venais ici et ça me perturbe un petit peu parce que je trouve qu'on doit accélérer. Et quand on voit les comportements de certains politiques et les positions qu'il y a pu y avoir, notamment chez nos amis américains, sous l'administration de Trump, c'est hyper interpellant, quoi. Et on perd encore des années, quoi. On n'a pas d'autre choix que de sauver notre maison. Elle brûle de partout. À Darwin, vous savez, tout ce qu'on a fait avec Climax et les gens merveilleux qu'on a reçus. On a proposé aux Bordelais de réfléchir, mais pas que nous, mais chaque année, en septembre, sur le premier week-end. On a reçu Nicolas Hulot, on a reçu Reeves, Edgar Morin, des gens merveilleux. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et ça nous percute et ça nous projette. Déjà, quand on commence à mettre ça en place, c'est fondamental. Et puis après, plus simplement, sur le plan social de l'organisation, à la Maison Menot, ça fait des années, là, je sais qu'on est nombreux à avoir cette difficulté. Je ne sais pas faire travailler les gens sur 35 heures, c'est compliqué. Donc nous, on était traditionnellement sur 39 ou 40, voilà, quoi. Donc on a passé un accord Macron pour pouvoir mettre ça en place. Et les gens étaient ravis. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ça a du sens. Parce que quand ils triturent des matières premières, qu'elles viennent à proximité de Gironde, nous avons aujourd'hui des variétés de jus de raisin en bio qui viennent de Gironde. Il y a 10 ans, c'était impossible à en trouver. Alors, elles venaient pas très loin de nos voisins espagnols et italiens. On a de la pomme excellente qui vient du Lot-et-Garonne. On a eu des prix meilleurs produits bio pour ces produits et ces matières premières-là. On est très heureux de pouvoir les travailler. Mais quand la Maison Menot a démarré, il y avait que du sucre qui venait des Antilles et d'ailleurs. Voilà. Mais ça s'oppose pas d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver dans ses possibilités une finalité économique qui soit soutenable. C'est ça qui est intéressant. Vous vous souvenez que la traduction de durable, c'est le sustainable anglais, alors qu'en fait, il faut le traduire par soutenable. Et dans le soutenable, tout le monde se comprend et est d'accord. Nous, de toute manière, avec mon frère, on a pu sauver l'entreprise qui aurait disparu si elle n'avait pas trouvé cette capacité à premiumiser et à localiser. Voilà. Et puis surtout, et ça m'a beaucoup touché, on a eu la reconnaissance de grands chefs qui, en dégustant nos produits, se sont intéressés, les ont mis à leur table. Très modestement, mais ça nous a beaucoup touchés. Voilà. Tu as tout à fait raison sur le mot durable, et c'est une question qu'on s'est posée en créant cette commission, parce qu'effectivement, on trouvait que le mot durable français ne traduit pas exactement le sustainable, et c'est pour ça qu'on a choisi croissance responsable. Oui, mais je vois que la maison Chamengo va très certainement s'installer pas loin de Darwin, et pour la commission RSE, je suis à votre entière disposition pour travailler, traduire, parce que les mots ont du sens, et c'est important. Nous, à Darwin, on parle de transition.
transition écologique, transition alimentaire. Et toutes ces thématiques-là touchent le terme durable, qui était le terme qui avait été utilisé à l'époque. En attendant, tout ça, ça reste à expérimenter et il faut qu'on l'intègre dans nos logiques de recherche et d'innovation, dans toutes nos entreprises, qu'elles soient du service ou de la transformation ou de la logistique, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Et ce que je retiens, c'est qu'on n'attend pas les politiques et ce sont nos TPE-PME qui nous lançons dans l'action. Oui, mais j'ai aucun doute que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui savent ça depuis longtemps. Et puis, c'est important parce que ce sont des chefs d'entreprise qui nous écoutent en majorité. C'est une de nos passions et c'est une liberté qu'on a de pouvoir décider nous-mêmes. Voilà. Même si il est intéressant de rôder et de partager dans des commissions comme celle de la RSE qu'on vous propose, au MEDEF, c'est tellement merveilleux de pouvoir avoir cette liberté et celle-là, il faut la défendre. Voilà.